Je vais pouvoir présenter très rapidement, mais un peu mieux que tout à l'heure, tous les invités, parce que du coup, tout le monde est désormais arrivé. Donc, je reprends. D'abord, on va présenter Claire Laboré, qui est donc la réalisatrice, l'auteur de ce film, avec donc Marc Bottino. Bottino, c'est ça, je ne me trompe pas, pardon. Ben, merci pour ce beau film déjà. Claire, donc, je te présente brièvement. Tu as fait des études de littérature comparée en France et en Allemagne, et tu as réalisé des séries documentaires, notamment pour Arte. Tu as fait différents documentaires sur des portraits d'Européens, mais aussi sur des musées. Et tu as donc fait ce documentaire, ce film Mainmise sur les villes, pour Arte, qui a été diffusé là en septembre sur Arte, et qui donc, comme on l'a pu le voir, questionne la démocratie urbaine. Marc Bottino, architecte urbaniste, cofondateur de l'agence CAB, lauréat en 2008 du prix international, alors on le dit en français ou en anglais, Europe 40, Under 40 ou Europe 40, Under 40. Voilà, et cette agence a remporté le prix de l'Équerre d'argent en 2012. Et vous êtes architecte conseil de l'État depuis 2012 dans le département de la Mayenne. Voilà, et donc vous êtes le co-auteur du film avec Claire. Donc ensuite, tout à droite, on a Charlotte Alperne, chercheure au Centre d'études européennes de Sciences Po, aussi associée au laboratoire Pacte. Voilà. Tu es spécialiste de l'action publique, tes travaux portent sur les transformations de l'espace public en Europe, dans une perspective comparatiste avec le Royaume-Uni, France, Allemagne. Voilà, tu travailles donc sur les politiques de l'environnement, de la ville durable, des politiques d'infrastructure et la gestion des services collectifs. Julie, qui est juste à côté de toi, tu es donc maître assistante à l'université de Lausanne. Tu es également chercheur associé au Centre d'études européennes de Sciences Po. Dis-moi si je me trompe. Tu as travaillé donc sur les promoteurs immobiliers et les politiques du logement en France et en Espagne. Et tes recherches s'inscrivent actuellement dans la sociologie de l'action publique, la sociologie des groupes d'intérêt et des politiques publiques. Toutes les deux, vous avez dirigé, c'est ce que je disais tout à l'heure, un numéro de la revue Espace-Temps qui s'intitulait « Les acteurs de marché font-ils la ville ?» et qui précisément interrogeait le rôle joué par les acteurs de marché dans les transformations urbaines. Lux Wiadienski, excuse-moi pour l'erreur. Donc, tu es géographe, tu es président du pôle des arts urbains, c'est bien ça? Voilà. Tu as été lauréat, tu as eu le Marianne d'Or de l'innovation 2005 pour tes travaux sur les temps de la ville, ok. Et donc toi, tu travailles sur la métropolisation, sur les mobilités et surtout sur les temporalités, les temps sociaux, l'urbanistique des temps et les nuits urbaines, voilà, et la ville en continu. Et je présente enfin David Mangin, architecte et urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme 2008, très en lien avec les thématiques qui ont été abordées dans ce documentaire, puisque vous avez publié un certain nombre d'ouvrages sur l'urbanisme commercial, dont La ville franchisée et dernièrement l'ouvrage Du Far West à la ville qui vient d'être publié. Donc on va faire un petit tour d'horizon très rapide. Je vais d'abord passer la parole à Claire et Marc qui vont nous raconter un peu l'histoire de ce film, d'où est venue cette idée de faire un film sur cette thématique-là, et puis comment ça s'est passé, et quelle est même la réception de ce film actuellement dans sa diffusion. Voilà, à toi Claire. Je passerai ensuite la parole aux autres invités et ensuite à la salle. Bonjour, bonsoir. Le film est né d'une rencontre avec Marc qui va vous raconter comment lui a eu l'idée et de nos conversations qui ont après tissé un environnement beaucoup plus comparatif et européen. Mais tout d'abord, c'est Marc qui a eu l'idée. Merci, bonsoir. L'idée, ouais, en fait, moi, au départ, c'est déjà le format qui m'intéressait de faire un documentaire. Parce que déjà, bon, l'espace public, c'est un sujet qui est débattu, qui est très étudié, bien entendu, par un certain nombre de gens, mais qui n'a peut-être pas non plus la diffusion qu'il mérite dans les médias, on va dire, plus traditionnels, quoi, comme la télévision. Et donc, ça me semblait vraiment intéressant de pouvoir faire ce documentaire avec Claire pour pouvoir parler aussi au plus grand nombre et pas seulement à un public de professionnels. Et d'ailleurs, c'est un documentaire qui n'est pas fait pour les professionnels de la profession, mais plutôt pour les habitants des villes qui
s'intéressent à leur espace urbain. Voilà. Ensuite, moi, je suis architecte, et donc l'espace public, c'est vraiment une matière de travail pour nous à l'agence, puisque tous nos projets d'architecture, ils s'inscrivent dans cet espace public. L'espace public, c'est un espèce de préalable comme ça pour nous au projet. Et voilà, on essaye que ces projets s'inscrivent au mieux en s'ouvrant sur l'espace public, en le liant, en le prolongeant. Et donc, c'est vraiment un élément très très important de notre travail d'architecture et aussi de notre travail sur l'urbanisme, sur l'urbain, où on se rend compte quand on travaille sur un quartier d'une ville ou ne serait-ce qu'un îlot, en fait, on va parler à une échelle beaucoup plus vaste qui est celle de la ville, puisque l'espace urbain, c'est ce qui irrigue toute la ville, c'est le liant. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important. Voilà, et donc j'avais envie de pouvoir en parler. Et le documentaire, c'était une occasion vraiment intéressante, parce que l'espace public, ça se prête bien à être filmé. Voilà. Puis peut-être juste pour conclure, c'est aussi, avec Claire, c'est une façon en tant que citoyen et d'habitant, quoi. C'est une expression qu'on a beaucoup eue pendant le travail sur le film, c'est l'espace public comme bien commun. Et voilà, c'était quelque chose qu'on avait envie de défendre à travers ce film, quoi. Parce que voilà, la ville, c'est une construction collective, et c'est vraiment ce qu'on voulait montrer. En montrant des situations comme ça de déséquilibre, pour insister sur le fait que la ville doit se faire dans un certain équilibre, même s'il est fragile, même s'il est souvent en danger. Il faut tendre vers cet équilibre pour que la ville se fasse bien. Juste pour compléter, on avait à cœur de montrer, à partir de cette idée d'espace public en danger, diverses situations en Europe qui se complètent, en fait. C'est-à-dire, pour le même phénomène, se déploient comme ça, se déclinent différentes méthodes, en quelque sorte. Et aussi de montrer aussi les luttes urbaines. C'était important d'être sur quelques exemples de résistance comme réponse, en fait. Et pour ce qui est de la réception du film, le film a été diffusé le 1er septembre dernier. Et depuis, il y a quelques projections dans des écoles d'architecture et aussi dans des lieux militants, des lieux en lutte où les citoyens, habitants, vraiment... c'est l'occasion de discuter de problèmes locaux, et donc ça circule et c'est bien. Voilà. Sur le choix des différents terrains, parce que c'est la dimension comparatiste qui est intéressante dans le film aussi, c'est le fait qu'on voit qu'on a à la fois un effet d'uniformisation, il se passe peut-être la même chose dans toutes les grandes villes, et en même temps il y a de la singularité pour chacune des villes, et aussi pour chacune des formes de lutte que ça prend. Et du coup, comment vous avez constitué un peu ce corpus d'exemples qui va jusqu'en Turquie ? Toute la difficulté était celle du contour du film, c'est-à-dire que c'est assez vaste. On avait à cœur de montrer que c'était très général, c'est-à-dire c'était presque universel, pour rester sur l'Europe, et de trouver une sorte de dramaturgie par cas, de façon assez exponentielle, jusqu'en Turquie, c'est-à-dire de montrer que selon l'espace politique et ce qui s'y passe, on arrive à un extrême, comme l'exemple turc par exemple. Et puis ensuite, sur la dernière partie du film, d'être plus sur des réponses, là aussi déclinées en Europe, pour finir par le droit, comme question peut-être de protection ultime sur notre espace urbain. Qui veut prendre la parole sur le film ? À qui je passe la parole ? David Mangin, moi ce qui m'intéresse aussi dans le film, c'est de voir que du coup, alors je ne sais pas quand on est urbaniste, mais on a affaire à quel type d'habitant ? On a l'impression que l'habitant est à la fois le produit, il est aussi le consommateur, ou bien alors il doit être l'expert de sa ville, mais il n'y a pas tellement d'autres alternatives, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez ce sentiment-là dans les projets que vous menez ? D'abord sur le film, je trouve que l'enquête sur Istanbul est absolument formidable. Je trouve que les vrais héros du film sont les protagonistes d'Istanbul, et donc je ne sais pas comment vous avez réussi à faire votre enquête, je ne sais pas comment se terminent ces batailles-là.
Et elle est particulièrement exemplaire, la situation d'Istanbul, parce que c'est la généralisation puissance 10 dans le système libéral, ultralibéral et ultra-autoritaire turc des environnements sécurisés. Bon, vous avez mentionné le bouquin La vie de franchisé, il y a une ambiguïté sur le terme, mais un peu voulu. C'est une toute petite partie, enfin c'est une bonne partie de l'urbanisme commercial, mais c'est justement cette idée que, qu'est-ce qui s'est passé grosso modo, c'est que la ville a été transformée par la voiture. Si on ne comprend pas ça, on comprend pourquoi il y a cette question de l'espace public, puis donc une réduction drastique de l'espace public pour les flux de la voiture. Les seuls véritables espaces publics qui restent, très importants, c'est finalement les transports publics, le métro, les quais, etc. Et donc il y a une réduction drastique, parce qu'on parle beaucoup des places, on parle comment on va animer les places, comment on va faire des actions symboliques sur les places, mais je veux dire, la question, c'est de créer les conditions de la rue, ou des conditions de rue différentes. C'est ça qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que le modèle de la ville par la voiture pour la voiture a maintenant fabriqué des périphéries entières, même refabrique des systèmes de circulation à l'intérieur des villes avec des systèmes de sens interdits, etc., pour éviter le transit. Donc, moi, je milite pour ce que j'ai appelé par commodité la ville passante contre la ville d'une juxtaposition des environnements sécurisés. Bon, pour répondre à votre question, moi, je suis architecte et urbaniste, donc j'ai fait un certain nombre d'espaces publics. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le béni oui-oui sur la question de l'espace public, bien commun, machin, etc. C'est des choses assez complexes. Je vais prendre un exemple assez facile pour moi. Par exemple, on refait le Jardin des Halles, 3 hectares, 800 000 personnes dessous, 3 ans de concertation avec pratiquement uniquement des riverains qui se sont manifestés pour refaire le jardin à l'identique. Bon, voilà. On a gagné, on a perdu, etc. Mais tout ça était quand même très compliqué. De quel type de programme, etc. Et la mairie était assez, je parlais franchement, assez frileuse vis-à-vis de ses riverains, et je pense qu'on aurait pu faire peut-être d'autres programmations qui auraient profité peut-être à plus de gens, mais bon. Et on retrouve un peu, assez souvent, cette question-là. Donc voilà, je veux dire, c'est effectivement des luttes urbaines sur l'espace public, c'est pas... qui sont pleines de contradictions, d'échelle, et dans lequel, évidemment, c'est pas très facile de se dépatouiller. Et les modèles de concertation qu'on a en France, ils sont pas parfaits, ils sont très différents suivant les villes, ils sont portés ou pas par des maires. Bon, c'est un autre débat, je peux monopoliser la parole. Mais je pense qu'aussi, il faut se mettre d'accord sur la définition d'espace public. Moi, je cite toujours la situation de De Villers, c'est libre d'accès à tous et gratuit. Dès qu'on a dit ça, ça pose toute l'ambiguïté. Par exemple, justement, des parkings de zones commerciales, ils sont accessibles, mais un peu sous conditions. Voilà. Donc, on a toutes ces questions-là qui, évidemment, sont une bataille quotidienne, d'autant plus que là où on fait des actions symboliques, c'est le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire on continue à refaire un modèle pour et par la voiture qui détruit l'espace public. Moi, j'ai rien contre la voiture, j'ai rien contre le shopping, j'en fais, mais je pense qu'on peut faire différemment, c'est tout. Mais on dit actuellement que, selon l'adage, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Quand c'est gratuit, c'est que nous sommes les produits. C'est souvent ce qui est dit actuellement, alors je ne sais pas si c'est le cas. Je peux peut-être passer la parole maintenant aux deux politistes. Charlotte, est-ce que tu veux, ou Julie d'ailleurs, ou ensemble, vous voulez réagir sur le film ? Oui. Tout d'abord, merci de nous avoir donné la possibilité, de m'avoir donné la possibilité de voir le film que je n'avais pas pu voir quand il était passé sur Arte. Alors, en fait, j'ai trouvé que c'était un film qui permettait de poser toute une série de questions. On voit bien qu'il traverse en fait la question de la gouvernance des villes, de leur évolution dans le temps, qui mettent la main aussi sur des phénomènes très contemporains, et notamment un certain nombre de mobilisations qui ont eu lieu après la crise de 2008, et puis au cours des dernières années où on a vu ces mobilisations se renforcer, notamment à la suite de ce phénomène qui a été cette crise financière et économique dans toutes ces grandes villes. Oui, il y a 2-3 points qui m'ont intéressée de manière plus spécifique. La première, le premier point, c'était peut-être
Tout d'abord, le fait de revenir sur cette tradition. Alors, l'accent est mis sur Hambourg, et c'est intéressant parce que vraiment en termes de rapport transformé entre les professionnels, les urbanistes, les architectes, et puis les habitants, c'est vraiment une des villes pionnières dans ce domaine-là, donc tout ce qui était le mouvement des Planungszellen dans les années 70, avec la volonté de redéfinir un petit peu la place de l'habitant par rapport à ces professionnels. Et donc là-dessus, je trouve que le film montre bien la façon dont évolue finalement le positionnement de chacun dans le temps, à la fois le professionnel de la ville, et puis la façon dont les habitants vont s'emparer petit à petit de leur quartier, de leur projet d'urbanisme, se mobiliser pour certains, avoir recours au droit pour d'autres. Certains se contentent juste de voter. Donc on voit bien là aussi qu'il y a différents types de participation politique en lien avec la prise en main de cet espace public, qui sont d'ailleurs pas forcément antagonistes ou exclusifs l'un de l'autre, mais très souvent complémentaires. On peut très bien manifester le lundi, déposer un recours en justice le mercredi, et puis aller voter tout simplement le dimanche, sans qu'il y ait de contradiction dans cela. Et donc là, on voit bien l'évolution de ces manières de prendre position d'un point de vue politique dans la ville, et de se positionner de différentes manières, comme résident, comme citoyen, comme usager d'un même espace. Le deuxième point qui m'a intéressée, c'est aussi sur l'évolution finalement de cette figure du citoyen. Le citoyen, l'usager, le contribuable, dans certains cas aussi. Et là, le film, je trouve, entre l'exemple de Londres tout au début, qui met l'accent finalement sur la façon dont c'est BID, donc c'est Business Improvement District. En fait, moi j'ai trouvé que c'était assez ironique, parce que alors on met beaucoup l'accent sur le rôle de la privatisation de la ville et de la montée en puissance de ces grands acteurs privés, mais en même temps, c'est une manière finalement pour les élus de trouver un intermédiaire qui va régler finalement tous les conflits avec leurs opposants principaux dès qu'on développe un projet, c'est-à-dire les petits commerçants et puis les usagers de la rue. Donc on voit bien, dès qu'on construit un tramway, dès qu'on construit un grand projet, on va se heurter à ces petits commerçants qui sont un peu le cauchemar de tous les élus dans toute une série de grands projets urbains. Et donc finalement, ce BID, c'est aussi un moyen de créer de la concertation sur mesure finalement pour encadrer, prévenir ces conflits avec les petits commerçants, faire en sorte que l'on puisse les contenter du début jusqu'à la fin du processus, et puis dans le cadre de la mise en œuvre, qu'on s'assure autour de thèmes comme la sécurité, les transports, la propreté, que l'on puisse les contenter, éviter que ces acteurs sont très mobilisés depuis toujours, ça n'a rien de récent, n'informent, ne protestent contre les formes urbaines. Donc ça, j'ai trouvé que c'était finalement assez ironique comme premier élément. Puis peut-être le deuxième élément qui m'a aussi particulièrement intéressée, c'était la question, ça vient notamment dans l'exemple de Toulouse à la fin, c'est-à-dire de rendre la concertation aux habitants. C'est un petit peu ironique, parce que finalement, on a eu 30 ans de concertation et de débat public. C'est-à-dire que si on regarde un peu le cycle de ces lois, effectivement, dans tous les États européens, il y a toute une série de lois, de textes qui permettent le débat public, qui l'organisent, qui l'imposent même dans un certain nombre de grands projets. Et la question a toujours été de savoir quel était le lien finalement avec le choix politique, avec le débat public. Et je crois que ça c'est dit à la fin du film, c'est-à-dire que par François Bonnet, ces formes de consultation ont souvent été prises en main par des bureaux d'études, par des spécialistes de la concertation. Et tout un travail qui est fait aujourd'hui, c'est peut-être de rendre aux habitants et aux élus cet outil-là, tout en sachant qu'il est hautement imprévisible. On ne sait pas, ça échappe justement, la concertation échappe, elle n'est pas maîtrisée. Et puis, deuxième élément, et ça a été dit aussi par les élus à la fin, c'est-à-dire que on va toujours buter sur cette question de la relation entre la concertation, le débat public, les formes de démocratie très participative, et puis le choix de l'élu, qui lui se positionne peut-être à une autre échelle qui n'est pas celle du quartier, et qui va se positionner dans une logique de choix politique. Et on a dans l'actualité toute une série de cas qui nous y renvoient directement. Je crois que le plus récent à Paris serait peut-être celui dont on a parlé énormément, peut-être le week-end dernier, qui était cette réunion de concertation autour d'un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement, et où là on voit bien la question des échelles, c'est-à-dire est-ce que ce sont aux habitants, aux résidents du quartier qu'appartient cette décision-là, ou cette décision-là peut-être elle prise au niveau de la ville en termes de rééquilibrage entre différentes parties de la ville de Paris, voire même au niveau national, c'est-à-dire à quelle échelle est-ce qu'on organise ces choix politiques sur la ville juste et la question du rééquilibrage et des mécanismes d'inégalité, de production d'inégalité. Et donc je ne suis pas certaine que toutes ces questions-là doivent systématiquement être résolues à l'échelle du quartier. Il arrive que dans certains cas, ce soit à d'autres échelles que l'on puisse procéder à ces choix politiques. Donc, c'est peut-être une note un peu pessimiste, ou en tout cas plus critique.
j'exprime là, mais voilà. Oui, est-ce que j'embraye tout de suite ? Oui, alors moi, comme tu l'as rappelé Emmanuel, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux, c'est la question de l'influence des acteurs privés, donc c'est vraiment tout à fait en phase avec ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc la question des acteurs privés dans la fabrique urbaine et plus précisément, donc j'ai travaillé sur les promoteurs immobiliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir différentes manières de penser les liens qui s'établissent entre les acteurs publics et entre les acteurs privés. Donc ce qu'on a vu dans le documentaire et qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est en premier lieu, je pense que ce qui ressort aussi pour moi, c'est tout à fait frappant, c'est la collusion totale des intérêts publics et privés, des acteurs publics et des grandes entreprises dans le cas d'Istanbul. Ce qui ressort aussi dans le documentaire, c'est la dépendance très forte des acteurs publics, la dépendance croissante des acteurs publics à l'égard de ces grandes entreprises privées. Donc là, je trouve que le cas de Londres est aussi extrêmement intéressant et fait vraiment beaucoup réfléchir là-dessus. En tant que politiste, une question qu'on se pose de manière récurrente, c'est, mais quand même dans tout ça, quelle est la marge d'action du politique ? Que peut le politique ? Que peuvent les acteurs publics ? Est-ce que vraiment ils sont totalement soumis au privé ? Ce qui me semble peut-être intéressant de souligner pour poursuivre le débat et puis pour réfléchir sur d'autres cas, c'est que il me semble que si on réfléchit sur le cas français qui occupe une petite place dans le documentaire mais qui n'est pas le cas que vous avez choisi de mettre en avant, c'est d'autres logiques qu'on va pouvoir mettre en avant. Je crois que vraiment que dans le cas français, il reste du pouvoir du côté des acteurs publics et du côté des collectivités locales. Pour juste illustrer un petit peu ce propos sur le fait que finalement cette progression des acteurs de marché, évidemment, elle n'est pas uniforme, elle se passe pas à la même vitesse partout et on a vraiment encore des disparités nationales très fortes. Donc un exemple que je voudrais prendre, c'est un exemple très concret qui concerne les promoteurs immobiliers en France au début des années 2000. Au début des années 2000, on a une extension du champ d'activité des promoteurs immobiliers en France qui vont commencer à construire du logement social, ce qui était impossible auparavant. Donc on a vraiment une extension, a priori une première lecture qu'on peut faire, c'est qu'on a une extension du champ d'activité des promoteurs qui sont puissants et qui du coup arrivent à développer leur domaine d'activité. Si on fait une lecture un peu plus approfondie de cette évolution, on se rend compte que c'est en fait une évolution qui est une évolution extrêmement politique. Si les promoteurs immobiliers produisent du logement social en France, c'est parce qu'on a des incitations, des contraintes même, très fortes de la part des élus locaux qui sont confrontés au problème suivant, comment produire du logement social dans un contexte d'austérité, dans un contexte de contraintes budgétaires, et qui vont réussir par différents leviers à contraindre les promoteurs privés à produire du logement social. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait qu'on peut avoir différentes lectures d'une même évolution. Sur cette capacité des acteurs publics à canaliser, donc je parle vraiment du cas français, à canaliser, à maîtriser les acteurs privés, on peut prendre aussi l'exemple de politiques antispéculatives qui ont quand même été développées assez fortement dans certaines communes, ça ne concerne pas l'ensemble des communes évidemment, en Ile-de-France, je pense en particulier à la ville de Saint-Ouen qui a mis des politiques en place intéressantes sur ce plan-là, où on a à la fois une intervention croissante à Saint-Ouen des promoteurs privés et un cadrage assez fort des prix de vente, à la fois des terrains et puis des programmes. Donc ça, c'est pour donner un peu une vision un petit peu complémentaire par rapport à ce qu'on a pu voir. Un autre élément que je voudrais apporter, qui va aussi un peu dans ce sens-là, c'est le fait que la privatisation ne correspond pas nécessairement à une dynamique de dérégulation. C'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des acteurs privés qui sont en charge de certaines activités que celles-ci sont totalement dérégulées et obéissent de manière un peu linéaire aux lois du marché. Un exemple qu'on peut prendre, c'est celui de la gestion de l'eau, de l'énergie, de l'électricité dans les grandes villes françaises. Donc c'est en règle générale, c'est vraiment des activités qui sont exercées par des acteurs privés extrêmement puissants. C'est des firmes énormes, incomparablement plus grandes que les promoteurs immobiliers d'ailleurs. C'est des firmes qui ont des chiffres d'affaires 80 milliards, 90 milliards d'euros. Les promoteurs immobiliers français, les plus grands promoteurs immobiliers français, ils ont un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Donc c'est un peu des nains en France dans la production urbaine.
Donc ces acteurs-là, ils sont en fait extrêmement régulés par tout un ensemble de dispositifs de loi qui réglementent, qui ont des clauses de non-discrimination, qui réglementent les prix, etc. Donc ça, c'était un point que je voulais faire. Et puis un dernier élément, alors moi j'ai beaucoup aimé tous les cas qui sont présentés dans le documentaire, mais la réflexion que ça m'a amené, c'est que des cas un peu exceptionnels, c'est que des cas un peu extraordinaires, au sens où finalement, je pense que ce qui se joue là, donc dans ces zones extrêmement attractives, n'est pas ce qui se joue dans l'ensemble des villes sur les territoires. Et la question que j'ai un peu derrière, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe dans les villes moyennes? Qu'est-ce qui se passe dans les villes en déclin, où finalement cette présence des acteurs de marché, elle est beaucoup plus faible, beaucoup plus problématique, et où on peut observer du coup des configurations complètement différentes, donc sur d'autres types de territoires, y compris même dans ces villes dont on a parlé. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a pu voir de Londres, c'est pas la fabrique ordinaire de la ville à Londres, en quelque sorte. Voilà. Tu veux répondre et après je passe la parole à Luc. Très vite. Simplement, on avait envie de rendre accessible, donc de rendre visible des phénomènes en cours, donc de forcer peut-être le trait. Et évidemment, ce que vous dites est tout à fait juste, mais c'est moins filmique peut-être. En tout cas, c'était presque pédagogique comme nécessité. C'est vrai que tout ça, c'est très complexe. Moi, en tant qu'architecte conseil, j'interviens beaucoup dans des petites villes de Mayenne, donc des communes qui perdent beaucoup d'habitants, où là, les maires n'ont pas le choix, quoi, malheureusement. Et ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir des promoteurs qui viennent et leur proposent de bâtir des terrains. Et dans ce cas-là, ils ne mettront aucun frein au bon vouloir et à l'envie du promoteur. Donc ça, c'est des situations à accompagner qui sont extrêmement complexes, quoi, puisque là, même si le maire a des envies de bien faire, malheureusement, il y a une espèce de fuite en avant maintenant dans ces petites communes où il faut absolument faire le lotissement, sinon on va fermer une classe de l'école. Et donc la question ne se pose même plus, quoi. Luc, tu veux bien réagir sur ce film? Moi, je me disais, toi qui travailles sur les temps, je me disais, est-ce qu'il faut des fêtes ou des insurrections, c'est-à-dire des temps un peu particuliers quand même de notre vie sociale, pour redevenir un peu acteur de sa ville? Est-ce que c'est la fête ou l'insurrection, ou quelquefois les séismes qui produisent Ça pose la question à partir de quel moment on fait territoire, on fait système, on fait collectif ou on fait commun. Mais d'abord, peut-être dire, je me suis trouvé génial ce film. Vous m'avez envoyé le CD, malheureusement, j'ai pas pu le voir, et j'ai bien apprécié de pouvoir le voir comme ça sur grand écran. Donc moi, je vais l'utiliser, hein, c'est sûr. Hein, je vais l'utiliser donc avec des urbanistes en formation et puis des géographes. Alors, je me disais, tiens, puisqu'on est réunis, il y a ce public, il y a vous, on pourrait peut-être imaginer la suite. Et puis je reviendrai ensuite sur peut-être les points sur lesquels peut-être la complexité, et notamment à travers la question du temps est abordée. Alors, première piste, il me semble qu'il y a un acteur aujourd'hui qui est utilisé, gadgetisé dans la mise en forme de situation dans l'espace public, c'est l'artiste dans la fabrique de la ville. Et il me semblait que dans ce film, pour l'instant, on l'aperçoit dans des scènes, mais il n'est pas encore présent. Et il me semble que ça pourrait être une piste creusée. Donc, ouais, voilà, utilisé, voilà. Trop parfois, hein, on le convoque à toutes les sauces pour l'utiliser dans la fabrique, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas dans l'observation, on ne sait pas dans la mobilisation, on ne sait pas dans la fabrique de situation, on ne sait pas des fois dans l'évaluation. On a besoin d'eux comme on a besoin d'eux partout. Le deuxième, c'est le lien, vous parliez de la Mayenne, mais le lien qu'on peut faire autour du beau terme de commun aujourd'hui, notamment dans des démarches comme les ZAD, les zones à défendre. On en a une qui est en train d'émerger, qui sera la plus haute d'Europe, du côté de Champs-Rousse. Donc on en a une qui est pas loin de Grenoble, autour de Center Park. Il y en a un certain nombre, mais il me semble qu'on a là aussi des espaces publics. Alors on les voit pas comme des petites places proprettes ou des rues, où à la fois on résiste, on bloque,
et on pense le monde, et on repense à partir de là, quitte à être en cohérence sur les modes d'utilisation. Bien sûr, pour être en autogestion et en autosuffisance dans une rue d'Istanbul, c'est un peu plus compliqué quand on est dans une forêt pour s'opposer à un Center Park ou à un aéroport. Donc ça, c'était la deuxième remarque. Puis la troisième, qui est là aussi, qui apparaît et qui nous amène à questionner une dimension encore plus complexe de l'espace public, c'est le lien avec les réseaux et le virtuel. Alors moi, j'ose pas parler d'espace public virtuel, mais il me semble que ce lien-là, on l'a vu avec cette rhétorique des places. On a cru que les révolutions se faisaient sur les réseaux, puis on a vu qu'elles avaient besoin de s'incarner dans la ville. Alors, peut-être, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'était des questions. Non, peut-être je démarrais par des définitions. Moi, j'ai appris que la ville, c'est Claval qui nous a appelé ça, un géographe culturaliste, ou culturel, disons, et qui nous a dit la ville, c'est le lieu de maximisation des interactions. Et moi, je trouve que c'est intéressant, cette question-là. C'est-à-dire à partir de quel moment on peut maximiser les interactions et pas simplement en homo economicus pour des questions simplement économiques. Et puis l'autre image, je l'ai piquée à Astérix, c'est l'image de Lutèce. C'est la ville lieu de frottement et d'engueulade. J'aimais bien l'image quand on voit dans certains de ces livres de Goscinny et Uderzo, où on voit les gens se taper dessus avec un poisson, c'est-à-dire ce quotidien où on se frotte, on s'engueule, mais finalement on se supporte et on n'a pas besoin de casque bleu et de médiateurs entre nous pour nous parler directement. Donc ça, c'était la première définition. La deuxième, c'est sur l'espace public. Alors, vous en avez donné une qui est intéressante, que j'utilise. Moi, je reprends cette idée qu'il y a plusieurs niveaux d'espace public. D'abord, il y a les espaces publics des architectes, et on a beaucoup parlé de ceci, évidemment, puisque c'est un peu le lieu et la thématique. Il y a l'espace public d'Habermas, à partir du moment où il y a un tout petit peu d'espace entre nous, on va pouvoir commencer à débattre. Puis il me semble qu'il y a un espace public qui est à nouveau possible aujourd'hui, c'est l'espace public du faire. Et qu'on voit apparaître à travers l'urbanisme temporaire, enfin tous ces collectifs qui nous invitent à co-construire, à coproduire, à travailler sur ce qu'on savait pas faire, c'est-à-dire où on savait plus faire, le fragile, le temporaire, le petit bricolage un peu à la De Certeau, mais aussi l'appropriation, la ruse. Il y a de la ruse dans l'espace public, mais c'est vrai que dans les espaces publics que vous nous avez montrés, je me dis j'ai beau être pas trop mauvais dans la ruse, je me demande comment je vais faire, quoi. Parce que c'est un peu compliqué. Je voulais donner aussi une image, et c'est celle de l'importance que peut avoir le non construit, l'entre-deux, c'est-à-dire entre la destruction et la construction, l'importance de la friche et de l'appropriation. Moi, je me suis approprié le quartier dans lequel je me suis trouvé quand j'étais gamin ou ado, parce qu'il y avait un espace non fini, à partir duquel j'ai pu fixer un imaginaire, construire une cabane ou imaginer dans une démarche que j'étais ailleurs, et j'étais là, mais en même temps ailleurs. Donc l'importance de l'occupation, de l'appropriation, de la résistance, c'était dit. Puis la difficulté pour l'urbaniste ou l'architecte. D'abord, on convoque toujours, j'ai remarqué dans votre film et partout, on convoque toujours celui qui habite au-dessus de l'espace public, c'est-à-dire qui vote là. Mais c'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Moi, j'ai fait le tour à pied il y a quelques années avec un collègue, Gilles Rabin, et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés le tour à pied de Paris. Et une des questions qui était posée, notamment sur l'aménagement des halles, c'est que la question, c'est pas celles et ceux qui habitent autour des halles, c'est celles et ceux qui pratiquent les halles. Et comment on peut aujourd'hui interroger les habitants temporaires, qui soient des touristes, et on l'est tous un peu d'une certaine façon, et celles et ceux qui viennent dans nos villes, même dans les plus petites communes de Mayenne quand il y a encore de l'activité, puis qui repartent le soir. Et ils sont de plus en plus nombreux, et généralement on ne les interroge pas. Donc dans les espaces publics, il y a cette question-là. Il y a la question de l'interculturalité. Elle est fortement questionnée par les attentats aussi qui ont eu lieu. Moi j'entendais l'échevin, je crois, de Bruxelles, qui disait il y a 160 nationalités à Bruxelles. Donc combien de cultures ? Et est-ce qu'on va faire une seule forme d'espace public par rapport à 160
nationalités, donc une foultitude de cultures différentes. Et est-ce qu'on va socialiser dans une espèce de fabrique d'espace public à l'esthétique qui est toujours la même? Bon, j'ai noté des bancs anti-SDF, des pavés, des potelets, de l'arrosage, des caméras, des comités citoyens. Si vous lisez le bouquin de Mike Davis qui s'appelait City of Quartz, il y a tout. Il y a tout. C'était Los Angeles, c'était les années 80. Je vois nos communes d'aujourd'hui avec cet encadrement-là et cette esthétique. Et puis je voudrais aussi, puisque tu m'y invité, poser la question de l'espace public, mais l'espace public, alors pour qui, mais surtout aussi à quelle heure et quand? C'était la question première, c'est-à-dire fabriquer un espace public en journée, mais c'est pas tout à fait le même, et c'est pas les mêmes populations en soirée, c'est pas tout à fait pareil le dimanche, c'est pas tout à fait pareil malgré la climatisation et les transformations du climat, c'est pas tout à fait pareil en été, en hiver, en automne quand ça existe encore et au printemps, et ça nous renvoie à une dimension aussi qui est celle de l'esthétique et des formes qui nous interpelle. Vous nous avez montré ces formes-là, aseptisées, que j'ai décrites, mais je trouve que j'ai eu la chance de partir avec mes étudiants à Calais, mais on a des fabriques de villes, disons, de type informel, alors qui se fabriquent peut-être pendant la nuit. J'ai adoré la traduction, une maison posée là, de nuit, ou comment ça s'appelle? J'ai oublié. Oui, construit en une nuit, c'est un peu comme au Far West. Donc, si on construisait sa maison en une nuit, on pouvait la laisser là et voir ce qui s'invente dans des univers et dans des difficultés monstrueuses dans des espaces comme Calais, Grand-Sainte et ailleurs, dans ces camps-là, et l'autre fabrique. C'est-à-dire cette fabrique qu'on a vue là et qui est dénoncée d'une certaine façon dans votre film, et puis ce qui se fabrique à Calais et ailleurs, et qui est détruit, et qui coûte là aussi très cher, avec des savoirs intéressants à re-questionner, quoi. Voilà, donc ça c'était la thématique plutôt des imaginaires, en fait, et la mobilisation possible. Je ne sais pas comment poser ce que j'ai pu voir à Calais, mais ce qu'on peut voir dans les camps roms ailleurs, qu'on détruit, qui se reconstruisent à côté, dans ces espaces complètement aseptisés, là. Voilà, comment on peut jouer des deux, quoi, parce que les deux ont des éléments qu'il faut pas rejeter, enfin, ils sont intéressants de ce qu'on est, la façon dont on essaye de vivre ensemble, pour prendre un terme valise à la mode. Voilà ma réaction, c'était pas ta question, mais c'était ma réponse. Hein. Elle est très bien aussi. Tu veux peut-être répondre sur... Je trouve que c'est un complément très intéressant, notamment sur l'aspect informel. Je trouve qu'on l'a un peu abordé effectivement par l'urbanisme temporaire et par ce qui se passe en Turquie. Mais la question de l'artiste aussi est très intéressante. Bon, on n'a pas pu le mettre dans le film, mais c'est quelque chose auquel j'avais pensé. Dans le cadre d'une métropolisation, d'une ville rentable, l'artiste est en tête de proue pour valoriser un quartier. On invite des street artistes, et comme ça, le quartier est valorisé, et les habitants vont pouvoir acheter les nouveaux programmes, en résumé. C'est peut-être un peu caricatural, mais ça arrive quand même assez souvent, j'ai l'impression. Oui, non, sur l'informel, c'est vrai que c'est assez terrible ce qui se passe à Istanbul, parce que là, il y a effectivement ces Gecekondu qui se sont bâtis très rapidement, mais depuis longtemps, et donc qui ont créé vraiment de la ville, une vraie ville. Et malheureusement, là, c'est vraiment une table rase, et on reconstruit quelque chose d'assez générique, quoi. Alors que là, il y avait un espace public qui était spécifique, là, pour le coup, puisqu'il avait été construit et imaginé par les habitants. Donc, bon, je crois que Sinan, l'architecte turc qu'on voit, il travaille maintenant là-dessus. Il essaye sur un exemple en particulier de redévelopper le quartier, mais à partir de cet informel qui existe, quoi, sans faire table rase du passé. Donc il y a certainement des possibilités d'y arriver. Ça ne se fera pas à Calais, malheureusement, mais c'est une vraie, en tout cas dans les Gecekondu en Turquie, c'est une vraie ville, quoi, qui est là. Je me demandais, pour prendre un exemple totalement opposé, enfin en tout cas très différent de celui de la Turquie, mais qui a été évoqué dans le film, c'est celui d'Europa City, que vous évoquez sans vraiment l'approfondir, parce que de fait il n'existe pas. Mais là on est dans une autre forme qui est celle du cadrage et de la reprise d'un espace plutôt agricole, mais on a l'impression qu'en fait ce capitalisme marchand intègre sa propre critique, parce qu'il dit justement on ne va pas faire de mall alors que le projet est totalement commercial.
Et donc là, il n'y a plus de frontières. On dit qu'on fait ni de la ville ni du môle, mais quelque chose qui s'appellerait différemment. David Mangin, est-ce que vous auriez, par rapport à la définition que vous aviez de l'espace public tout à l'heure, si on fait ni du môle ni de la ville, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Je vais répondre à deux, trois choses. Sur l'histoire du privé et du public et des acteurs privés, je pense qu'il ne faut pas aussi là non plus se cacher trop derrière son petit doigt. Il y a des acteurs privés qui sont la ville de la copropriété, qui sont extrêmement actifs dans la privatisation progressive des lotissements. Il y a une étude du CNRS très bien sur Marseille, où comment les gens manœuvrent pour interdire privatiser des passages et obliger les gens à contourner pour emmener leurs enfants à l'école, et ils obtiennent gain de cause auprès de la mairie. Je veux dire, les copropriétaires. Donc on a aussi dans les villages, les nouveaux villages aujourd'hui, c'est des assemblées de copropriétaires. C'est plus, enfin, si vous regardez un peu ce qui se passe dans la composition des conseils municipaux, et donc sur la façon de gérer l'espace public et dire bon. Il doit y avoir le moins possible, on utilise les enfants, on utilise la sécurité, on utilise tout ce qu'on veut pour être dans l'entre-soi. Donc je pense, en dehors des grandes manœuvres du privé, dont Europa City, je vous en dirai plus parce que je vais débattre sur France Inter avec le patron d'Europa City demain, donc je préparerai, je suis en train de préparer mes arguments. Pardon ? Un plus près du micro, je crois. Oui. Non, mais Europa City, c'est un très bon exemple. Alors là, en revanche, d'une confusion des rôles entre le public et les privés, puisqu'il y a captation pratiquement pour eux de la station du Grand Paris Express. Il y a un projet qui est défendu par les plus hautes autorités de l'État au nom du tourisme chinois, grosso modo, et alors qu'il va y avoir à côté, enfin, il y a d'autres plans B possibles. C'est ce que j'ai un peu regardé, qui consiste à déplacer la station, que ça intéresse les terrains d'Aulnay qui sont libérés. Donc bon, voilà. Et ça, ce qui est quand même très très scandaleux, c'est qu'il y a très rarement sur ces grands projets des options mises sur la table, ou au moment du concours, mais déjà les concours sont assez cadrés, et donc il y a quand même un vrai souci. L'enquête publique, elle va servir à quelque chose sans doute, mais il y a quand même tel lobby et de tels arrangements politico-financiers derrière, toujours au nom de l'emploi, etc., qui fait que ces grands jumbo, puisqu'ils appellent ça comme ça maintenant, les super malls, dans la course en avant, voilà, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est cette histoire. Mais effectivement, avec une capacité de jouer avec ça. Par exemple, moi, pendant 10 ans, on a dit faites venir les tramways sur les parkings des centres commerciaux, et on était traités de crétins parce que l'argument c'était on met pas les caddies dans les tramways. En fait, les premiers qui ont accepté ça, ils ont fait un très bon chiffre d'affaires forcé par des maires. Donc il y a un certain nombre de grands maires qui arrivent à faire jouer la concurrence entre les groupes pour pouvoir faire avancer un peu le schmilblick. Et tout d'un coup, le type qui a réussi à faire ça, maintenant ils veulent tous le tramway, ils sont capables de faire comme disait Bernard Secchi, des tramways ivres pour qui s'arrêtent devant le parking. Maintenant, le combat aujourd'hui, par exemple, sur les centres commerciaux, c'est comment transformer des parkings calculés pour le samedi les 3 samedis d'avant Noël et déserts la moitié du temps, comment optimiser les parkings et fabriquer de la rue, pour être simple, et des logements à côté qui fait... Alors, ce qu'on arrive beaucoup... Ce qui est très compliqué à comprendre, c'est que c'est tellement financiarisé que pour le moment, donc leur ligne, c'est à peu près les mêmes arguments qu'on a entendus sur les tramways. On est chez nous, on fait ce qu'on veut, et nos parkings, nos business, ça ne marchera pas. C'est un combat qui purement d'arrière-garde, parce que ça va se passer comme ça. Le problème, c'est de le faire bien, voilà. Mais voilà, il y a cet éternel recommencement. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Si on regarde massivement la question des espaces publics,
c'est lié à la structuration et la restructuration des périphéries à partir de la voiture. Donc, comment fabriquer des hiérarchies vières qui fait qu'on puisse continuer à fabriquer l'espace public. Parce que tout le problème de la reconversion des espaces publics dans les centres, etc., même dans les villes moyennes, ils misent beaucoup parce que c'est des budgets assez restreints, parce qu'il y a des effets d'aubaine, de subvention, etc., sur refaire un petit morceau d'espace public, on va refaire 200 mètres de rue, de place. C'est déjà fait dans beaucoup de villes. Mais ça n'a absolument rien changé aux problèmes économiques, à la vacance, à la métropolisation, donc, à nouveau, il ne faut pas trop attendre non plus de l'espace public. On est un peu dans le modèle de Barcelone, qu'on va refaire l'espace public et ça va attirer les investisseurs. C'est beaucoup plus... C'est pas si simple que ça pour ces petites villes-là. Mon voisin l'a évoqué. Et on a des preuves de facto sur toute une série de villes qui l'ont fait, et ça ne change pas trop leur situation. Donc voilà. Bon, et juste un dernier mot sur les conceptions de l'espace public, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Je pense qu'on est passé de l'âge barcelonais, qui a remis tout ça sur la place, en tout cas de la discipline des architectes et urbanistes, avec une conception d'espace public qui était, grosso modo, si vous allez à Barcelone et regardez toute la génération des premiers espaces publics, et qu'ils ont continué assez longtemps, c'était des espaces publics moitié-moitié, c'est-à-dire 50% pour le confort des personnes âgées et des enfants, et puis 50% pour les ados. C'était quasiment un programme explicite chaque fois pour les jardins, les squares, les places, etc. Maintenant, on est arrivé à l'idée qu'il faut donner, alors ça recoupe un peu des interventions à donner des possibilités, à être finalement le plus ouvert possible. Place de la République, on voit bien que ça marche assez bien comme ça. Et donc, c'est plutôt maintenant la philosophie de faire les espaces publics, c'est-à-dire qu'ils ouvrent des possibilités, alors évidemment, ou peut-être aussi à la fête, etc., des choses flexibles, réversibles, etc., sachant que là aussi, il ne faut pas être trop naïf, c'est-à-dire que quand un groupe prend possession d'une partie de l'espace public, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc il y a des redistributions de l'espace public quand vous réaménagez un, ou quand vous le faites, vous pouvez, c'est-à-dire c'est très intéressant de regarder dans les 6 mois qui viennent comment les groupes se répartissent. Et après, il y a un moment d'équilibre, et puis après, c'est assez difficile que ça bouge.